شكرا أستاذنا الكريم في مادة التحليل. إذن شكرا أستاذنا الكريم أستاذ القاسم الذريب في التحليل اللغوي، حيث أراد من خلال هذه المداخلة أن يمر على تموقع معرفي بين الذاكرة والهوية، حيث انتهى في الأخير بالقول أننا لا بد أن نعمل على ما تسعه الذاكرة دون أن نترك الهوية جانبا. إذن اعتمد في قراءة فلسفية في مفهوم الذاكرة والهوية وارتباطهما بالتراث المادي واللامادي، وأعطى بعض التحليلات التي من خلالها نستطيع أن نرفق هذه المعطيات التكنولوجية من رقمنة ومسح وتصوير بكيفية الحفاظ على التراث الذي يعتبر هو الواقي الوحيد للحفاظ على الذاكرة والهوية. إذن هذه القراءة كانت قراءة دقيقة تتطلب بحث دقيق لمعرفة كل محتوياتها. نشكر مرة أخرى الأستاذ ديب القاسم على هذه المداخلة، ودون الإطالة الآن أفتح المجال للمناقشة. Donc sans tarder, on va ouvrir l'espace pour le débat. Donc débat de cette session plénière, là où il a intervenu 5 intervenants. 2 de la Tunisie ont intervenu online, professeur Dahr Najem et docteur Nouara Khiari. Docteur Dahr Najem, elle est de Carthage. Nouara Khiari, elle est de Tunis. Professeur donc Ali Khouja Nadir de l'université de Sétif, du laboratoire LAN. Et le professeur Ali Rahman, chef département de l'architecture de l'université de Sétif. Et le professeur Dib Al-Qassim, il est directeur du laboratoire Ville, Environnement et Enfants. Donc ce sont là les 5 intervenants qui ont intervenu dans cette plénière. Maintenant, la parole est à l'auditoire et au présent de poser vos questions. Et avant de poser chaque question, chaque intervenant doit s'identifier par rapport à sa structure, sa position dans son département. À vous la parole. Donc, si quelqu'un qui peut passer le micro pour... Voilà, le micro pour... Si qui veut... Voilà, madame. Présentez-vous avant de commencer. Oui, je dois vous lever aussi. Alors, docteur Chouad Amina du département de Guelma. Département d'architecture. Département d'architecture de Guelma. J'ai envie de remercier tous les intervenants de ce matin. J'ai envie de dire que j'ai jamais appris autant d'informations en si peu de temps. Et c'est pour cela que je me mets debout pour vous remercier par rapport à la qualité de votre intervention. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps ou là je dois faire très bref. J'ai beaucoup de questions à poser par rapport... je vais commencer par Dr Dib et j'ai envie de lui dire que dans les nouveaux programmes pour nos enfants du cycle primaire, ils font en histoire une première approche au patrimoine, matériel et immatériel dans leur définition, même si les outils ne sont pas encore très développés pour peut-être s'adresser à cette catégorie d'âge, mais on commence à intégrer ce concept dès ce cycle-là par rapport à la construction de notre société. Ça me touche beaucoup tout ce que vous avez dit mot par mot et pour une fois j'écoute à quelqu'un qui a su diagnostiquer ou mettre les vrais mots sur les vrais mots de notre société par rapport au patrimoine, parce qu'avant tout il est un objet de conscience. Et c'est ce que je dis dans mon intervention qui aura lieu cet après-midi. Et ça serait un honneur si vous serez présent et écoutez mon intervention.
J'ai envie de poser deux questions à nos confrères de CETIF par rapport à l'utilisation de tous ces supports numériques que vous produisez. Parce que dans le processus de patrimonialisation, à un certain moment, il faut rentabiliser. J'imagine que ça doit coûter très cher, tous ces produits-là, avec tous les heures, toute la capacité des ordinateurs qui font ce genre de rendu. Est-ce que vous pensez à faire de ces supports-là une ressource? C'est déjà une ressource pédagogique, intellectuelle, mais est-ce qu'on peut passer à en créer une ressource économique? Parce qu'il y a des exemples où, d'ailleurs dans mon intervention, je présenterai, Inch'Allah, l'expérience de Cluny, de l'abbé de Cluny, qui ont pu dépasser ce stade de collecte de données, d'archives et d'en faire vraiment une ressource. Ça a augmenté le nombre de visiteurs et par rapport à cela, ça a induit des retombées très très bénéfiques pour la conservation du monument en lui-même. Et je ne sais pas si nos amis tunisiens sont à l'écoute. On voudrait bien une précision sur justement les financements de tous ces travaux. La question est posée à Daher ou à Noura? C'est le travail dans le... la question posée à Daher, oui, je pense, oui. Par rapport à toute cette technologie-là qui doit coûter vraiment cher, est-ce qu'il ne pourrait pas nous éclairer sur les modes de financement? Parce que j'imagine que ce n'est pas l'État, c'est pas en faisant la collecte, parce que c'est des sommes très très énormes. Et je pense que pour notre architecture, notre cas de préservation du patrimoine, parce que cette numérisation, elle verse dans ce volet-là, à mon sens et à mon point de vue, est-ce que je pense que c'est une alternative pour nous, parce que par rapport à la constitution de notre composante sociale, justement, et je parle d'après des enquêtes de terrain que j'ai pu réaliser, que je travaille sur le sujet depuis pratiquement 2014, qu'on accepte bien ce passage à la technologie. Merci madame. Oui. Merci madame. Merci à vous. Merci madame de ces interrogations sur les différentes communications. Et un autre, je passe la parole à madame Boumaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, docteur Wafa Boumaza, département d'architecture de Rabat. Donc, dans un premier temps, je tiens à féliciter mes collègues et mes confrères donc, pour ces présentations, ces communications qui sont très très intéressantes. Néanmoins, un petit peu, j'ai quelques petites remarques par rapport donc, aux deux interventions donc, de laboratoire LAM, je crois, et du département de Steve. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc, je vois d'une manière générale que le but essentiel de ces communications, c'est un petit peu le travail de numérisation, donc collecte d'archives documentaires, etc. Mais c'est-à-dire l'objectif, la finalité de cette archive, c'est un petit peu l'intervention du patrimoine, l'intervention sur le patrimoine. Ma question va directement donc pour un petit peu partager avec nous, est-ce qu'il y a eu des expériences d'intervention sur le patrimoine? C'est-à-dire, est-ce que cette collecte, cette numérisation de ce patrimoine architectural donc, nous a permis d'intervenir? Parce que non seulement la numérisation, que ce soit donc, de constituer cette archive documentaire, va droit au but sur les outils d'intervention. Donc, comme nous avons un petit peu présenté l'expérience de Tunis, donc ils ont présenté un petit peu des cas d'études sur l'intervention. Donc, est-ce qu'il y a eu par rapport à ça des opérations d'intervention? Donc, je vous remercie pour votre écoute. Merci, monsieur Alain. Merci, madame Boumaza de l'université de Annaba. Donc, s'il y a notre intervenant. Oui, Chalabi, Amina. Donc, permettez-moi de me présenter. Dr Chalabi Amina du département d'architecture de Gallimard. De ma part, je tiens à remercier tous les communicants pour vos interventions vraiment bénéfiques et riches.
Donc mes questions, ma première question va au professeur Daher Najem. Je voudrais poser la question sur la participation des citoyens dans la médiation culturelle du patrimoine. Donc on a le souci où il y a la population qui n'a pas assez d'informations sur les communications et comment faire partager la population dans ce processus de médiation culturelle. Surtout quand il s'agit de méconnaissance ou d'ignorance en matière de monuments ou de sites historiques. Ma deuxième question va à professeur Ali Khouja et professeur Rahman du département d'architecture de CETIF 1. Vous avez parlé de la promotion master en géomatique. Je voudrais savoir l'avenir et les débouchés du master. Donc les promotions qui ont soutenu et qui ont terminé leurs études, ils font quoi aujourd'hui? Est-ce que en matière de marché du travail, est-ce qu'ils ont trouvé des débouchés? Ils font quoi aujourd'hui? Est-ce que vous assurez le suivi après la formation? Et ma deuxième question, est-ce que les résultats utilisés, les résultats que vous avez obtenus pour vos études, est-ce que les autorités ont bénéficié de ces résultats-là pour prendre des décisions en matière de préservation ou de conservation du patrimoine donc, bâti, architectural et urbain? Est-ce qu'il y a une coopération entre vous et les autorités qui sont des détenteurs de décisions pour prendre des décisions de sauvegarde et de préservation du patrimoine en faisant référence à vos résultats? Et ma troisième question, c'est un peu technique. Est-ce que les méthodes de lasérométrie et de photogrammétrie peuvent-ils donc aller dans le sens où ils peuvent décortiquer des murs et des détails sans aller au système du carottage et tout? Est-ce que, surtout dans le cas du patrimoine bâti, où là, les murs sont des formes un peu irrégulières? Et je crois que c'est... Et ma dernière question, c'est le sens où l'avenir du métier d'architecte, surtout avec... c'est moi qui fais ce bruit-là. L'avenir du métier d'architecte, est-ce qu'on n'est pas dans l'obligation d'améliorer les offres de formation en s'adaptant avec les nouveautés des MTIC, les BIM et tout, pour offrir une formation qui va avec le temps, donc qui répond aux exigences actuelles du métier pour ne pas sortir. Nous tous, on comprend que le métier d'architecte est un peu en danger, surtout avec l'intelligence artificielle ou les extensions qui peuvent faire des conceptions, peuvent faire, en quelque sorte faire le métier d'architecte à sa place. Est-ce qu'on n'est pas dans l'obligation d'améliorer les offres de formation un peu pour s'aligner avec ces nouveautés? Et je vous remercie. Merci madame. Donc pour la contrainte du temps, on va prendre deux questions seulement. Il y a monsieur Bessala, Sofiane qui est là. Oui. Je remercie l'ensemble des présentateurs pour leur excellente présentation. Donc je m'adresse ma discussion et ma question au professeur de l'université de Sétif. Donc je vois bien que vous allez réussir à atteindre un niveau excellent dans l'analyse patrimoniale. Il y a un nouveau concept, je ne sais pas, il n'est pas nouveau, mais il est dans les 2 dernières décennies. C'est la combinaison de la nouvelle architecture avec l'ancien héritage. Il y a de grands architectes qui ont travaillé sur cela, par exemple Norman Foster en Allemagne, Zaha Hadid en Belgique. Il y a plusieurs exemples comme cela. Donc, est-ce que vous avez travaillé des expériences comme cela avec des étudiants en Master 2 qui ont analysé un site historique avec une nouvelle combinaison? C'est la nouvelle conception par rapport au site. C'est non seulement pour une nouvelle utilisation fonctionnelle, mais pour la préservation culturelle et historique du site, bien du bâtiment, et l'utilisation fonctionnelle. C'est pour éliminer plus que ça, c'est pour non seulement garder l'historique, le patrimoine comme il est, mais le réutiliser avec une sauvegarde historique et culturelle. Je vous remercie. Merci. Salam alaikum. Je remercie l'ensemble de nos professeurs pour les interventions enrichissantes et merci beaucoup pour vos contributions dans ce séminaire.
J'ai une question seulement. Quel est l'apport de, bien sûr, la numérisation du patrimoine, soit architectural et urbain, pour, c'est-à-dire, mettre à jour, bien sûr, il y a beaucoup de chartes et des approches internationales comme la charte de Venise, la charte, bien sûr, des approches comme Riabimed ou bien e-commerce, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un apport significatif pour mettre à jour ces approches internationales, pourquoi pas? Ou bien est-ce qu'il y a des recherches, c'est-à-dire dans votre laboratoire, par exemple, le laboratoire bien sûr, dirigé par professeur Alifou Gennadir, est-ce qu'il y a des recherches dans ce sens-là? Et peut-être un souci ou bien une demande, est-ce qu'il y a une possibilité, bien sûr, pour nos étudiants et nos chercheurs d'utiliser votre patrimoine, c'est-à-dire le patrimoine de laboratoire? Est-ce que ça nécessite une convention entre des universités? Et je remercie. Voilà, vu la contrainte du temps, donc on va quand même accorder une dernière question au professeur Lazri. Merci. وهذيك من هي كتقبل لك كريستينا. علاش؟ رابيدمون يوسف باسكو كيف انا نوضح هذيك؟ Merci. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier tout le monde, même les collègues de CETIF, ceux d'Etna et... D'accord, professeur de l'Université 8045 Guelma. Je tiens tout d'abord à remercier tous les exposants que nous ont exposé leurs travaux, leurs soucis, leurs inquiétudes concernant surtout ce volet, le volet des NTIC, NTIC et leur évolution à travers soit les formations, soit à travers les formations que vous avez fait à CETIF en Algérie, je dirais en général, mais je vais revenir sur des points qui sont essentiels. Je ne parle pas, je vais m'axer sur un point qui est essentiel, c'est la formation et la compétence de l'architecte. Moi, en tant qu'aussi membre responsable du domaine AEMV de Guelma, je vais revenir surtout à l'Institut de CETIF, qui a fait une expérience qui date de 2014, je pense, jusqu'à 2015, concernant la formation de master, concernant la coloration, l'utilisation ou bien l'usage de la numérisation dans l'architecture, et qui fait que c'était un cycle, le deuxième cycle de master. On a assez bien discuté au niveau, c'était en 2019, au niveau de l'arrêt immédiat de ces colorations, pour la simple raison, c'est pas l'avis que du CPND, c'est un avis de tous les experts de l'ordre des architectes en Algérie. Ils ont vu qu'il y a énormément de carences au niveau de la formation d'architectes. La première carence est due déjà au temps alloué à l'atelier, qui fait énormément incidence sur la représentation graphique à main levée chez les architectes, les étudiants en architecture, et qui a fait balancer au fur et à mesure, parce que avec, je dirais, l'implication de la formation numérique, que beaucoup d'étudiants en architecture et beaucoup, mes confrères, beaucoup de consoeurs et confrères ont, je dirais, la facilité de formation. C'est d'aller rapidement à la numérisation et laisser à côté la formation réelle. Pourquoi réelle? Parce que c'est la formation qui nous met dans la sensibilité. Être sensible à l'architecture, à l'acte de bâtir, c'est la main levée, c'est l'œil, l'observation. C'est aussi nos sens perceptifs qui sont absents dans toute la formation. À un certain moment, on en a discuté énormément au niveau du Comité national de la pédagogie et on a arrêté ces colorations parce qu'on a dit que la formation mère de l'architecte, c'est la formation classique d'architecte. C'est après, si on veut, parce qu'à travers ce que vous avez exposé, c'est excellent.
Mais c'est un autre cycle. Post-master. Pourquoi post-master? Parce qu'il faudrait que l'architecte doit être mu et imbu d'une formation de compétences. On forme des compétents, une compétence. On ne forme pas un enseignant ou bien je dirais un historien en architecture ou on forme une compétence. Compétence veut dire quoi? À n'importe quel moment, je peux décider ou concevoir ou planifier des actes à bâtir. À travers mes premières, je dirais la première dimension, c'est nos sens perceptifs qui sont absents. Donc je demanderai à mes collègues, j'ai tant aimé savoir aussi, à part le taux d'employabilité de ceux qui ont eu le master en architecture assistive, taux d'employabilité. Deuxième, est-ce qu'ils ont eu des problèmes au niveau de l'ordre des architectes? Parce que c'est eux qui vont valider c'est pas le diplôme, parce que le diplôme, je sais qu'il y a une coloration. Et l'ordre des architectes ne voulait pas permettre à ces postulants, à ces diplômants, d'exercer la profession d'architecte. Parce que qui dit une formation de master de 2 années, coloration, numérisation, veut dire quoi? Que les modules, les matières essentielles de la formation de la compétence, 2 ans, les 2 ans de la formation de compétences, veut dire détail, planification, détail, il se passe que le cursus que vous avez proposé et qui fait, moi je vous dis, je le sais, à la Benna, on a eu des rapports concernant ces formations de coloration et qui a fait que quelque part la commission a arrêté ces colorations ou post-master. Je reviens sur une chose qui est importante. J'aimerais bien savoir l'intitulé du diplôme que vous avez délivré pour la périodique. C'est quoi l'intitulé? On aimerait bien le savoir. Lequel, c'est pas le diplôme d'architecte. Il aura un problème au niveau de la fonction publique. Le statut du diplôme qui va poser problème et qui fait que quelque part, des architectes qui ils vont buter sur des pesanteurs purement, je dirais, juridiquement parlant, et ça va engendrer des conséquences sur la progression professionnelle. Et c'est un point important. Moi, je reviens sur une chose qui est importante aussi. Merci, voilà. J'arrête une chose qui est importante sur... Il y a une collègue qui a... J'accepterai une seule chose qui est importante aussi, concernant la numérisation. Attention, je dis la numérisation. Attention, je dirais à tous ceux qui... je dirais à mes confrères, à tout ce beau monde. Veut dire quoi? Que quelque part, si jamais on compile, on a des formats numériques étrangers qui sont officiels ou pas officiels, on va tomber sur haja wahda. Ils vont nous prendre toute la banque de données tana. Parce que une fois tu appliques une application à un format logiciel, ça y est, on est dedans, on est chez eux. C'est pour ça que je reviens sur la formule identitaire. L'identité même de nos applications, même du centre, même aussi du laboratoire de recherche, la numérisation. Il faudrait qu'il soit, je dirais, il faudrait qu'il soit doté de quoi? D'un règlement intérieur qui va à la fois informer ceux qui vont informer ceux qui vont être formés dans ce laboratoire de l'éthique et la déontologie de l'exercice de la profession. C'est le patrimoine. Parce que c'est une dimension très sensible et complexe, surtout juridiquement. Et j'aimerais bien que les professionnels qui vont enseigner ou qui font le laboratoire, ils connaissent des juristes. C'est important d'avoir des juristes. Merci, monsieur le professeur, merci. Donc, parole à Madame Houssine pour pouvoir clôturer. Parole à Madame Houssine. Merci, monsieur le professeur. Avec plaisir. Merci. On aura le temps de faire une véritable sur Madame, rapidement, s'il vous plaît. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est Dr Houssine du département d'architecture de l'Université de Guelma. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les participants à ce séminaire.
en présentiel et en ligne pour toutes les informations aussi enrichissantes et importantes à tous les niveaux, pour nous les enseignants ainsi que pour les étudiants. Je voudrais juste rebondir sur une petite question qui a déjà été posée par rapport au suivi des étudiants après la formation. Ne serait-il pas nécessaire d'initier des masters start-up en géomatique pour essayer d'initier ça pour la conservation et la restauration du patrimoine avec ces nouvelles technologies, justement, pour essayer de les suivre pendant la formation et après la formation. Voilà, merci. Merci, madame. Donc, je vais donner la parole aux intervenants, aux communicants, selon l'ordre d'intervention. J'appelle professeur Dahar Najem, s'il a une réponse sur les questions qui ont été lui posées. À vous la parole, professeur Dahar. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je suis bien. Si vous me suivez ou pas, je ne sais pas. Je suis en train de vous suivre, d'accord. Oui, d'accord, merci. Bon, je voudrais seulement répondre à une question très importante qui a été posée par l'intervenante et qui est très importante, je pense, concernant le financement et le mode de financement de ces travaux de valorisation et de conservation du patrimoine. Donc, à l'évidence, le patrimoine culturel, surtout matériel, nécessite beaucoup d'argent pour son entretien et sa mise en valeur. Tout ce qu'on nous a dit ce matin n'a aucun sens s'il n'y a pas derrière un financement, un budget. À défaut, il ne rapporte rien. Pire même, faute de protection et de valorisation, il périclite, voire il disparaît. Aussi faut-il se mobiliser continuellement pour sa conservation. Donc, la question où trouver l'argent nécessaire à la révalorisation du patrimoine. Probablement revaloriser plutôt que valoriser. Je ne sais pas ici le concept est encore un peu flou. Donc oui, bon, chez nous c'est le nerf de la guerre qui manque de plus. Cela vaut pour tout le secteur de la culture, mais plus particulièrement pour le patrimoine. Donc la part dans le budget du ministère de la tutelle est toujours insuffisante. Je pense aussi en Algérie, c'est la même chose. En Tunisie, je me rappelle, pour l'année 2019, pratiquement environ, il y a pratiquement 0,8% qui est dédié à la culture. Il faut chercher combien on a estimé, on a réservé à la protection, etc. Donc, si on voit par exemple dans d'autres pays beaucoup plus développés, il y a un plan, ils ont un plan qui s'appelle le plan national de numérisation, qui permet la participation de l'État au financement d'opérations de numérisation du patrimoine culturel par les services du ministère de la Culture. Donc un plan national de numérisation. Donc les collectivités également territoriales, les associations à but non lucratif, les opérations sont tous sélectionnées par rapport à des appels à projets réguliers. Donc ce que j'ai montré moi ce matin, ce sont des start-up, ce sont des interventions, des initiatives privées par des associations qui essaient un petit peu de revaloriser pour mettre pour un petit travail de marketing territorial. Donc, qui peut vraiment servir le secteur touristique. Mais aujourd'hui seulement quelques dizaines de sites et de musées sont ouverts pour dire que le patrimoine peut lui-même participer à se financer lui-même. Donc je pense également qu'il y a un grand travail à faire et je vais être un peu bref. Merci professeur de votre participation. On souhaite vous voir parmi nous une autre fois. Soyez bienvenus, on vous invite à venir visiter le département d'architecture de Guelmar. Juste un petit détail pour tous les participants. Notre laboratoire de recherche est en train de... Ça y est, on a déjà affiché l'appel à contribution pour un colloque à Djerba dans la première semaine de juillet 2024. Je peux envoyer pratiquement les
Les adresses mail, je vais vous envoyer à vous tous si vous êtes intéressés de participer. Oui, on est bien. Pratiquement le même thème sur la digitalisation du patrimoine. Merci. Tout le monde est intéressé. Merci, monsieur le professeur. Donc, deuxième intervenant, c'est le professeur Ali Khouja. Soyez un peu succinct et rapide, puisque le temps vraiment j'en ai dans la contrainte du temps. Merci, professeur. Donc, je pense que j'ai la voix qui porte. Normalement, ça porte. Ça porte pas. D'accord. Merci, professeur. Merci pour les collègues et les doctorants qui ont posé pas mal de questions par rapport à la numérisation. Donc, je vais essayer de synthétiser parce qu'il y a pas mal de questions qui s'intercroisent, donc surtout en termes de rentabilité, en termes d'intervention, d'intervention concrète. Je vais essayer de synthétiser tout ça. D'abord, essentiellement, je tiens à dire qu'il ne faut pas perdre son âme, d'abord. C'est très important, moi, et dans notre laboratoire, on est des enseignants-chercheurs. Donc, quand on parle de rentabilité, bien que la tutelle actuellement nous oriente vers les termes de rentabilité et tout, j'adhère pas trop, mais parfois on est obligé. Donc, notre premier objectif, c'est la formation. C'est former des étudiants, des masters, des doctorants sur ces outils-là. Je tiens à réconforter mon confrère, j'ai enseigné pendant 5 ans donc cette option qui est la géomatique appliquée à l'architecture. En atelier, je tenais à ce que mes étudiants fassent des relevés au crayon avant de passer à une autre étape. Donc ils faisaient des projets et tout. Donc c'est un diplôme d'architecte avec quelques modules d'appui de numérisation. Donc ils n'ont pas eu de problème, au contraire. En termes d'employabilité, le retour que j'ai eu, au contraire. Donc on a 2 ou 3 étudiantes qui sont recrutées par les plus grands bureaux d'études en termes de conversion et en termes de préservation du patrimoine à Alger, qui sont recrutés. J'ai 2 étudiants qui sont partis aux États-Unis, qui nous ont fait donc un retour d'expérience. Ils ont été, d'ailleurs un bureau d'études américain a été étonné que certaines technologies soient enseignées de l'université algérienne. Juste pour conforter que c'était juste des appuis. En termes de rentabilité ou bien d'opérations concrètes, c'est vrai que nous, on est des enseignants, on est des chercheurs, on offre notre expertise. On a été sollicité pas mal de fois par la direction du ministère de la Culture, par l'OJBEC, pour former donc, des archéologues et des architectes. On les a formés, on les a initiés et ils utilisent certains outils, donc quand même ce qu'ils possèdent à leur niveau. Même par des entreprises spécialisées, je dirais, hors domaine, par des techniciens de Sonatra qui utilisent le laser, donc on les a formés sur ça. Donc en dehors du patrimoine, vous voyez que parfois ces technologies peuvent varier. Donc en termes de rentabilité, c'est vrai qu'on offre notre expertise. D'ailleurs, dernièrement, on a lancé une formation, pour être très bref, une formation payante pour les experts, pour les bureaux d'études. Ça a commencé il y a 1 mois. Quoi encore? Le statut du diplôme. Le diplôme, quel diplôme? C'est géomatique appliquée à l'architecture. C'est un diplôme d'architecte. Il ne peut pas être d'architecte parce qu'à l'intérieur du programme, je le connais le programme. Peut-être le chef département, il est plus habilité à ça. Voilà, peut-être par la suite, je pourrais répondre individuellement durant la pause à certaines interrogations, notamment cette blota. Oui. Pardon. Allez, madame. Docteur Nouara Khiari, de l'INO. Donc, si vous avez des réponses aux questions qui ont été vous posées, on vous attend online. Alors, je n'ai pas eu de questions. Par contre, je voulais juste préciser quelque chose par rapport au financement. Par exemple, ici, pour le projet dont j'ai parlé tout à l'heure, du guide des bâtiments patrimoniaux de Hammamet, ce projet, en fait, il a été financé par le programme ENI CBSC MED de l'Union européenne dans le cadre du projet RISMAIL qui est repenser emploi et insertion sociale des jeunes méditerranéens à travers le développement durable. Donc voilà, c'est financé par l'Union européenne. Merci. Donc, merci, docteur. Ce ne sont docteur. pas des financements locaux, malheureusement.
Merci, docteur Noura, encore une autre fois. On espère vous voir parmi nous. Donc, Guelma est tout près de la Tunisie. Donc, vous êtes la bienvenue. On vous invite de visiter notre département pour établir des points d'échange et des échanges scientifiques et culturels. Donc, merci, madame, encore une autre fois. Parole docteur Ahmed Ali. Alors, merci à l'audience pour la pertinence des questions qui ont été soulevées. Peut-être je vais commencer par l'avant-dernière question pour to not lose the thread of ideas, pour ne pas perdre le fil. Et peut-être je vais vous répondre par une question. Pourquoi vous avez adopté le système LMD alors qu'on était au système classique et maintenant on décide de revenir au système classique? On a été l'unique université qui a refusé l'adoption du système LMD et on a été pris pour des rebelles. Après 3 ans, 4 ans, on a été obligé d'adopter ce système d'LMD, cas de force majeure, et après 10 ans d'expérimentation, on est revenu au système classique. Donc je vous pose la question, à l'HTSCPND, vous avez accepté d'adopter le système LMD et vous savez pertinemment que le système LMD ne peut pas fonctionner avec la formation en architecture et on n'a pas pu se protéger notre formation à l'image des sciences médicales et d'autres disciplines qui ont catégoriquement refusé l'adoption du système LMD. Une autre question aussi, ces colorations qui font plus maintenant usage dans la formation, c'était des colorations qui devraient normalement être spécifiques par rapport aux spécificités des régions. Si on parle du patrimoine, par exemple, dans une ville qui dispose d'un riche patrimoine, là, la formation, par exemple, aura plus de sens. L'adoption, par exemple, au niveau de la nouvelle plaquette de formation en architecture, de ce qu'on appelle le fameux stage. Je vais peut-être voir avec mon cher collègue, chef de département, comment on gère ce stage-là. Avoir une promotion de 500 étudiants, vas-y gérer, plutôt gérer le nombre en matière de stage. On trouve des difficultés énormes par rapport. Non, pour dire que des fois, des décisions au niveau du CPND sont d'une manière... C'est le CPND qui a décidé. Attention, oui. C'est le ministère. C'est logiquement, c'est les tutelles qui discutent de ça. C'est un glissement terrible. Et là, parce que on face de ces situations très conflictuelles. Alors, par rapport à la capitalisation de la formation en matière de géomatique et les débouchés, je dirais, socio-professionnels, vous savez que donc, la visibilité des universités, c'est via les publications. Hein. La visibilité, le classement des universités à l'échelle, disons, planétaire. Donc, on a beaucoup de publications, des travaux soutenus en thèse et beaucoup de publications dans ce sens. C'est-à-dire tout ce qui est numérisation, tout ce qui est photogrammétrie, l'usage de ces nouvelles technologies dans la gestion, la préservation et la sauvegarde des sites à valeur patrimoniaux. Donc l'indice de visibilité, ça donne plus de visibilité et de vulgarisation par rapport à la formation. Par rapport les travaux effectués en matière de modélisation, comme l'exemple le saccage de Ain Fouara, on a eu anticipé sur ça, elle a été numérisée avant l'acte vandaliste avec. Donc, qui la restauration, donc on avait le support déjà, donc ça a servi d'une manière très très pertinente à la remise à l'état de l'objet de Ain Fouara. Et c'est à peu près le même cas, le marché couvert, l'ancien marché couvert, le centre-ville de Sétif, qui date de l'époque coloniale, où en plein centre-ville, il a subi un incendie ravageur, où les collectivités, la municipalité ont décidé de relancer un nouveau projet. Donc, une cellule de crise dans le département d'architecture, ma personne a fait partie de cette cellule, et grâce aux travaux de numérisation qu'on a pu avoir quelques éléments de référence pour dire au niveau du cahier de charge, on peut
reconstruire le marché avec des éléments de référence et des éléments architecturaux qui consistent à donner plus de valeur et du moment que le projet faisait partie d'une icône de référence très importante. Par rapport aux débouchés, parce que c'est quelque chose qui... la formation en architecture, ou avec l'annexe au diplôme, on classe les étudiants A, B, C, le cursus. Ce qui est étonnant, c'est que les meilleurs étudiants partent à l'étranger. C'est ce que pour faire la procédure d'authentification les meilleurs étudiants en architecture partent à l'étranger. Voilà, monsieur le professeur, on aura l'occasion de se solliciter dans la partie. Donc, sans tarder, je vais donner la parole pour le dernier intervenant, Dr. ديب القاسم. جاوبنا على أهم التساؤلات التي طرحت فيما يخص التدخل. يبدو لي ما عنديش تساؤلات. أشكر الأستاذة اللي أثارت المشكلة. نتمنى أن يكون ذلك. هذا ما عندك سؤال؟ ما عندك سؤال. Non, le débat est ouvert à tout le monde. Le débat est ouvert à tout le monde. Seulement, on est contraint de respecter le temps parce qu'on déjà c'est 14h moins 20. Donc, si on a d'autres discussions, on va discuter, on a parti après. Mais je suis obligé de lever la session plénière pour donner le temps à certains gens d'aller manger et revenir pour continuer le travail. Voilà. Donc pour الواحد نبداو باستاذنا اكبرنا سنا مع الاستاذ على الله. تفضل نبدلوا الاتستاسيون. تفضل. وي اسمه صاحبي انا. شوف معايا يا استاذ. شوف لي يا استاذ. شوف معايا. شوف معايا. ليه هكذا. وين تربوا؟ وين تربوا؟ اطلب من الاستاذ نوريه محمد صالح رئيس مدير المعهد مدير المخبر جيني سيفيل اللي احنا تحت اللواء تاعو، ثم يتفضل لهنا باش يقدم الجائزه للاستاذ علي خوجه نادير. تفضل يا استاذ. استاذ وين تربوا؟ يوسف وين تربوا؟ وفي الاخير اسمحوا لي راح نبدل الجائزه للزميل يوسف. مرحبا بكم. اطلعوا لفوق يا جماعه دوزيام ايطاج، كاين لاصال تما كلش كاين. مرحبا بكم في الغداء ان شاء الله بعد نرجعوا.